Euh, Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, on va rester dans la biologie parce que moi, je vais vous parler du coup de la reconstruction effectivement de glandes mammaires. C'est un projet à l'université d'Osaka. Alors, je fais partie d'un laboratoire hybride de recherche avec l'entreprise japonaise qui s'appelle Topan. Et ce projet-là est cofinancé par Meiji, que vous connaissez sûrement aussi, qui est une entreprise japonaise de lait, de chocolat, etc. Et qui récemment s'intéresse beaucoup à la recréation en labo de lait maternel. Alors, on a aussi par exemple Nestlé ou Danone qui s'y met à fond ces dernières années. Et je vais présenter les résultats surtout de Miso Suzuki, qui est ma collègue et qui travaille en tant qu'ingénieure sur ce projet. Alors, on va faire un premier petit point sur l'allaitement et pourquoi on a besoin de refaire du lait maternel en laboratoire. Alors, je ne sais pas si c'est très très lisible, ça a l'air d'aller. Ici, vous avez un exemple du ratio de bébés qui sont allaités en France. Alors, à 100% allaités ou alors avec un mix de lait maternisé et lait maternel. Et on voit que eh ben, ça va descendre très très vite le pourcentage. Et donc, on va avoir des bébés qui vont recevoir du lait maternel. Alors, vous voyez, la durée médiane en France, elle est seulement de 7 semaines pour 100% lait maternel. Et si on regarde le Japon tout en bas, là, on pourrait croire qu'au Japon, comme la plupart des mamans vont rester 1 an à la maison en congé maternel, et ben, finalement, le pourcentage n'est pas tellement plus élevé parce qu'on n'a pas 4 mois, mais si on fait à peu près entre les deux, on est en dessous de 50%. Or, l'OMS recommande que les bébés soient exclusivement allaités jusqu'à au moins 6 mois. Et là, on a seulement 48% des bébés qui le sont. Alors, ce que recommande l'OMS, c'est au niveau mondial parce que il y a certains pays où, pour faire du lait maternisé, on va avoir besoin d'eau qui est voilà, dans des pays où l'eau ne va pas être très, très safe à utiliser. Donc, c'est mieux d'utiliser du lait maternel. Ouais. Mais bon, on a du mal à arriver aux 6 mois. Alors, aucun jugement là-dessus, aucune pression. Les raisons sont, voilà, il y a des mamans qui n'ont pas du tout envie d'allaiter, des mamans qui ne peuvent pas allaiter. La grande raison aussi, c'est le retour au travail qui fait que l'allaitement est un peu difficile à continuer. Alors, c'est là qu'il y a des grosses disparités en fonction de la catégorie socio-économique des mamans. Parce que là, vous avez le profil type d'une maman qui continue d'allaiter pendant longtemps. Donc, ça va être plutôt cadre études supérieures parce que c'est beaucoup plus facile de continuer à tirer son lait quand on est en réunion, en visio, dans un bureau bien fermé que lorsqu'on travaille sur le terrain ou autre. Donc, voilà. Par contre, on sait que le lait maternel, il est toutefois essentiel pour les bébés prématurés car leur système digestif ne tolère pas le lait maternisé. Donc, bon, comment on peut pallier ce problème-là? Alors, une des solutions, ça va être le don de lait maternel. Alors là, j'en parle un petit peu au Japon aussi parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a aussi des banques de lait, et même au Japon. Mais actuellement, par exemple, pour le Japon, il y a 5000 nourrissons qui sont soit nés prématurément ou qui ont un poids de naissance très très faible et qui ont besoin de dons de lait maternel pour pouvoir survivre. Et c'est là tout de suite maintenant 5000. Et donc, on a des banques de lait maternel, donc aussi au Japon. Alors, il y en a, à ma connaissance, seulement deux. Il y en a une à Tokyo et une à Tokyo et Kyoto. Alors, comment ça fonctionne? Les mamans qui ont trop de lait, elles peuvent donner leur lait maternel à la banque de lait. Et ensuite, on va faire tous les tests pour voir s'il est bien, s'il peut être utilisé, tous les tests bactériologiques, etc. Et on va le stocker et on va pouvoir le redonner aux hôpitaux en soins intensifs, pardon, néonataux. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais vous avez envie de donner votre lait, bon, c'est limité à Tokyo et Kyoto, mais il y en a quand même. Et dans le reste du monde, voilà, on voit que c'est très disparate. Alors, bon, le Japon, c'est vrai que c'est pas top. La France, on n'est pas trop mal. Et les pays nordiques sont super bons là-dessus. Donc ça, c'est une des solutions, mais ça ne convient pas à tous les bébés. Donc, c'est surtout ceux qui sont prématurés ou qui ont un très faible poids de naissance. Et avant, comment on faisait avant le lait maternisé? Parce que pour l'instant, on voit bien qu'on a encore besoin du lait maternisé. Alors, au XVIIIe siècle, on voit qu'en fait, les mamans, elles n'étaient pas du tout forcément, parce qu'elles devaient retourner au travail. Alors, il y avait le système de nourrices. Donc là, vous avez par exemple les nourrices sur lieu. Donc, par exemple, dans les grandes villes, il y avait des endroits avec plein de nourrices pour allaiter les bébés. Et les nourrices à la campagne. Donc là, on envoyait les bébés à la campagne pendant plusieurs mois pour qu'ils soient allaités. Et donc là, le taux de mortalité infantile était environ 75%. Il y en avait plein qui mouraient pendant le voyage. C'était pas très, très sympathique.
pour les bébés. Là, on a un autre exemple de l'Islande où on considérait qu'en fait, les bébés, après 8 jours, ils n'avaient plus besoin d'être allaités. Et on passait directement au lait de vache, ça paraît logique, mais à la crème, au beurre, au poisson, à la viande. Donc ça, c'était dépendant du niveau de vie des parents. Plus ils avaient de sous, et plus ils pouvaient donner de la viande. Et voilà. Donc, bien sûr, les taux de survie n'étaient pas énormes non plus. Jusqu'en 1865, où on a Justus von Liebig qui invente le premier lait artificiel pour nourrissons, qui était en fait juste un mélange à partir de farine de blé, du lait de vache aussi, des extraits de malt, du bicarbonate, etc. Et l'année qui suit, on a Nestlé qui sort, donc là la photo c'est Nestlé, le même principe, ils sortent une farine lactée. Voilà, donc avant il y avait aussi des mélanges qui étaient faits maison, qui étaient un peu sur le même genre de mélange. Alors pourquoi on a du mal à reproduire le lait maternel? Eh bien parce qu'en fait il est assez unique. Donc on pourrait croire comme ça que c'est juste un mélange de minéraux, de protéines, de lactose, de lipides, d'eau, des oligosaccharides qui sont des sucres à longue chaîne. Mais en fait, il va évoluer en fonction de l'âge du bébé. Donc, à partir du premier mois jusqu'à ses 1 an, en fait, la teneur en protéines et tout ce qu'il y a dedans va évoluer énormément. Et donc ça va être très, très difficile à recréer et à commercialiser. Donc, on a plus de 200 micro- et nanonutriments qui vont aider la survie et le développement du nourrisson, avec des hormones, des facteurs de croissance qui ont plein de rôles différents. Il y a aussi une communauté microbienne, donc il y a des tout petits ARN aussi. Enfin, en fait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore bien dans les maternelles et qu'on a du mal à recréer. Et comment actuellement on fait du lait maternisé? Donc, on collecte du lait de vache. Donc, en général, c'est à base de lait de vache, mais on a aussi des laits maternisés qui sont à base de lait de brebis, de chèvre ou même du lait de soja en fonction des allergies des bébés. Voilà, on va faire tous les tests, on va faire la poudre et ensuite, on va rajouter d'autres ingrédients parce qu'on a besoin, dans le lait de vache, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour les bébés humains. Donc, on va rajouter en plus des vitamines, des minéraux, qui vont avoir un rôle dans le développement osseux, immunitaire. On va rajouter des acides gras et parfois des prébiotiques. Et on arrive à une composition, comme vous pouvez le voir en bas, qui ressemble quand même pas mal au lait humain et qui est quand même vraiment différent du lait de vache. Donc on l'a pas mal transformé. Par contre, on sait que la teneur en protéines, elle est encore pas exactement pareille. On va avoir moins d'acides gras essentiels, on va avoir moins d'oligosaccharides. Et donc ça, c'est important pour le développement neuronal, pour les dents, les intestins, etc., les effets anti-inflammatoires. Et en fait, si on n'arrive pas à faire ça, à recréer exactement la composition exacte du lait humain, c'est parce que chez les autres mammifères, tous ces composants sont moins complexes et moins abondants, donc on ne va pas pouvoir utiliser les autres mammifères pour recréer ces composants-là. Et c'est là qu'on se dit, bon, bah, autant recréer directement en laboratoire un lait maternel humain. Et c'est là qu'on arrive à l'agriculture cellulaire. Donc là, vous avez The New Yorker qui avait publié cette année justement les startups qui commencent à aller dans ce domaine-là. Par exemple, Biomilk, qui est une startup aux États-Unis. Donc l'agriculture cellulaire, c'est un des autres projets de mon laboratoire. Donc ici, on recrée par exemple de la viande de Wagyu. Et pour ça, on prend les cellules d'une vache, on les met ensemble avec des nutriments et on demande aux cellules on les induit pour qu'elles recréent des muscles et qu'elles recréent de la viande. Et donc vous avez le petit Wagyu de laboratoire qu'on arrive à faire. Donc on veut utiliser la même technique. Actuellement, il y a il y a l'industrie aussi qui travaille un peu là-dessus, mais qui utilise plutôt des levures pour créer seulement quelques composés du lait. Et c'est déjà pas mal parce que ça permet d'avoir des éléments qui ne proviennent pas des animaux pour faire du fromage, de la crème ou autre. Mais nous, on veut recréer directement la glande mammaire. Et c'est là que c'est très compliqué parce que la glande mammaire, comme vous pouvez le voir ici, donc elle a une structure vraiment particulière avec des petites boules creuses qu'on appelle des alvéoles qui sont reliées ensuite avec des tubes. Et dans le creux de ces alvéoles, on appelle ça le lumen, on a la sécrétion des protéines du lait. Et tout ça va être entouré de gras, de tissu gras. Donc c'est là que moi j'interviens parce que je suis spécialiste du gras, à force. Et on a des adipocytes, donc les cellules graisseuses des seins, qu'on appelle des adipocytes roses, qui sont très particuliers et qui vont aider justement en collaboration avec les cellules des glandes mammaires à sécréter toutes ces protéines du lait humain.
Et donc, nous, on va essayer justement de rajouter ces adipocytes. Donc là, vous avez en haut, on voit que c'est vraiment que du gras. Et dès qu'on tombe enceinte, on va commencer à recréer ces glandes mammaires. Et voilà, mais elles sont entourées de gras, d'où l'importance des cellules graisseuses, qui vont permettre de recréer ces petites alvéoles des glandes mammaires. Et justement, on s'est rendu compte que ce sont ces cellules graisseuses qui vont se transformer pour aider à la formation, voilà, qui vont devenir les petites alvéoles, qu'on appelle voilà, des adipocytes roses. Voilà, ça fait très féminin, adipocytes roses. C'est pour ça qu'ils ont choisi le nom. Et donc, c'est ce qu'on va faire au laboratoire. On va mélanger différents types cellulaires, des adipocytes matures qui sont des cellules graisseuses pleines de gras, bien matures, avec des cellules endothéliales, donc de vaisseaux sanguins, comme on a dit juste avant, des cellules souches adipeuses parce qu'elles vont aider aussi à sécréter les facteurs de croissance ou autres qui vont aider au développement des glandes mammaires. On rajoute des cellules épithéliales. On travaille, nous, avec du collagène aussi, des fibres de collagène, parce qu'il y en a aussi dans les glandes mammaires tout autour. Et on met tout ça dans un gel de fibrine. Alors la fibrine, c'est la molécule qui, lorsqu'on se coupe, va permettre au sang de coaguler et de soigner la plaie. Et donc, on cherche à recréer voilà, cette structure en alvéole avec tout autour les adipocytes mammaires qui vont sécréter dans le lumen, dans le petit trou, des protéines de lait. Alors, ce qui est compliqué, ça va être justement de recréer cette forme avec un trou au milieu. Donc là, quand on mélange nos cellules, nous, on arrive à obtenir ce genre de structure. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits trous, des petits lumens au milieu. Donc, on était très contents déjà. Et ensuite, on a fait des marquages de protéines spécifiques des glandes mammaires, donc qui sont des cellules qu'on va retrouver autour de ces petites alvéoles. Et donc, on arrive à avoir voilà, ces cellules différenciées, matures autour des alvéoles. Donc, ça commence à donner quelque chose, on est très contents. Ensuite, pour sécréter du lait maternel, on va avoir besoin de différentes hormones. Donc, il y a la progestérone et les oestrogènes qui sont sécrétés pendant la grossesse et qui vont chuter d'un coup. Et après, par contre, on va avoir la prolactine, si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, la prolactine, c'est l'hormone qui va induire la sécrétion de lait. Et l'oxytocine qui va permettre de comprimer la petite glande mammaire et d'envoyer le lait dans la bouche du nourrisson à la demande. Donc, voilà, donc on a un cycle d'abord prolactine, ensuite oxytocine, etc. Donc, on va recréer cet environnement en rajoutant ces hormones-là dans le milieu de culture. Et on va contrôler donc la production de lait dans nos petits alvéoles. Et donc d'abord, on a regardé si on avait bien cette structure en alvéole avec ce qu'on appelle des jonctions serrées. Ce sont les petites protéines qui sont entre chaque cellule qui permettent aux cellules d'être vraiment connectées et vraiment serrées pour que le lait reste vraiment à l'intérieur du petit trou, du lumen. Et ensuite, on va doser directement des protéines du lait. Donc, on a trouvé qu'on avait, quand on rajoute de la prolactine, ces jonctions serrées donc, qui permettent aux cellules d'être bien collées ensemble, qui augmentent avec la prolactine. Et on a mesuré la caséine. Alors, la caséine, c'est une protéine du lait qui représente, alors surtout dans le lait un peu plus mature, vous pouvez voir 40% du lait, c'est de la caséine. Donc, on arrive à reproduire déjà une protéine qu'on retrouve à 40% dans le lait. Donc, on est assez content. Et ce n'est pas le cas si on prend juste les cellules et qu'on les met en 2D. Alors en 2D, ça veut dire en boîte de pétri, comme on pourrait faire classiquement en biologie. Donc si on reproduit cet environnement 3D, on arrive à recréer plus de caséine, plus de lait humain. Et ensuite, on a regardé donc l'intérêt du collagène qu'on a rajouté dans notre modèle, parce que le collagène, on va le retrouver autour des glandes mammaires. Donc là, c'est ce qui est en bleu dans la photo juste au-dessus. Et est-ce que ce collagène permet d'avoir plus d'adipocytes roses et donc plus de production de lait? Et donc, on trouve effectivement des lipides qui sont caractéristiques des cellules graisseuses donc de notre glande mammaire, avec CK8 et 18, là, c'est un marqueur spécifique des cellules mammaires. Et au final, voilà, est-ce que si on rajoute du collagène, alors nous on utilise CMF, ça veut dire collagène microfibers, parce qu'on utilise directement des microfibres de collagène qu'on rajoute dans notre modèle pour recréer au maximum la structure des glandes mammaires. Et donc on a plus d'adipocytes roses lorsqu'on rajoute du collagène. Et à droite, vous avez aussi un autre marqueur qui est une petite protéine des vésicules lipidiques. Et on a au final plus de caséine, donc plus de lait quand on ajoute du collagène. Donc voilà, petit à petit, on teste différents composants. Et les prochaines étapes, ça va être de mesurer les autres composants du lait.
Donc, par exemple, la lactalbumine, lactoferrine, etc. Parce que pour l'instant, on n'a regardé que la caséine. Et pour l'instant, on a récupéré des cellules en fait, qui viennent de patientes qui viennent faire une mastectomie, donc qui ont eu un cancer du sein et que voilà, elles viennent se faire enlever le sein en entier. Donc, ce n'est pas forcément viable d'avoir que ce type de cellules. Le mieux, c'est d'utiliser, en fait, dans le lait maternel, on a déjà des cellules, on a des cellules souches et on a aussi des petites cellules, là, vous voyez la photo du milieu en bas, qui sont déjà un petit peu avec des lipides dedans. Et donc, on voudrait récupérer ces cellules-là pour recréer notre modèle. Alors, le but, c'est de pouvoir recréer du lait maternel en fonction des cellules qu'on peut avoir de la maman. Donc, si elle produit un petit peu de lait, on récupère son lait, on lui fait son lait sur mesure. Et pour celles qui ne veulent pas du tout allaiter dès le départ, bon, on fait un lait générique avec différentes compositions en fonction de l'âge du bébé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.